Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. Donc, on est très heureux encore une fois de vous proposer une exploration d'un métier ou d'une profession qui vous intéresse, les jeunes à la maison, afin de vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Je tiens à mentionner les jeunes à la maison. Si jamais vous avez des questions pour notre mentor aujourd'hui, simplement les écrire dans les commentaires sous la vidéo et puis on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans perdre de temps, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, Monsieur Julien Corriveau. Bonjour. Bonjour. Donc, d'abord, un grand merci d'avoir accepté l'invitation pour venir partager votre passion envers votre profession. Donc, on sait que vous êtes actuaire à la capitale. Alors, on a très hâte d'en apprendre un peu plus sur votre quotidien. Avant de commencer l'entrevue, pouvez-vous nous dire pourquoi c'est important aujourd'hui de vous adresser à la jeunesse et de partager votre passion? Bien sûr, je crois que c'est jamais facile nécessairement quand on est, bon, disons au secondaire ou même encore au cégep de savoir exactement la profession qu'on veut faire dans le fond le reste un peu de notre vie. Puis ces choix-là, dans le fond, sont souvent guidés par l'information qu'on a à savoir, bon, qu'est-ce qui m'intéresse dans chacune des emplois ou des opportunités qui sont offertes à moi. Personnellement, j'ai eu la chance, justement, je pense quand j'étais au fin du secondaire, de discuter vraiment de la profession d'actuaire avec un de mes cousins qui était à Montréal, donc que je voyais un peu moins souvent, mais de qu'est-ce qu'était la profession d'actuaire, puis c'était quoi un peu les prérequis, quelle sorte de profil idéalement on cherchait à avoir pour cette profession-là. Puis, ça m'a permis vraiment d'être mieux aiguillé par rapport à ce choix-là. Donc, de redonner, entre guillemets, cette opportunité-là à ceux qui n'ont pas de cousins ou cousines qui sont actuaires, de pouvoir poser leurs questions, savoir qu'est-ce qu'il y en est et d'essayer de les guider vers le juste choix. Parce qu'à quelque part, je pense que tout le monde devrait être assis aux bonnes chaises dans leur carrière, c'est-à-dire d'avoir une profession qui les rend heureux et qui les compte, mais pour qui, dans le fond, c'est la bonne carrière. Très bien dit. Puis on souhaite que l'entrevue aujourd'hui puisse éclairer les jeunes, puis puisse les guider là, vers le bon choix. On sait que vous êtes actuaire donc à la capitale. Pouvez-vous nous dire un peu ce que vous faites à la capitale? En fait, on sait que c'est dans le domaine des assurances. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Bon, c'est sûr que la profession d'actuaire est quand même vaste. Il y a plusieurs champs, entre guillemets, qu'on peut travailler. On peut travailler en régime de retraite en premier lieu. Bon, régime de retraite n'est pas vraiment un domaine que la capitale a des affaires. Il y a les domaines qui sont un peu plus gouvernementaux, donc pour travailler pour la CNSST, la SAAC, donc pour les organismes un peu plus gouvernementaux, ils ont besoin d'avoir des actuaires. Pour ce qui est de la capitale, nous, on a trois grandes branches d'actuariat dans lesquelles on a des actuaires qui travaillent. On a de l'assurance de dommages, de l'assurance générale. Donc ça, c'est de l'assurance automobile, de l'assurance de maison, grosso modo, pour rejoindre un peu plus les gens sur qu'est-ce que l'assurance de dommages. On a l'assurance vie, donc simplement assurer la vie des gens contre le risque qui est perdre la vie. Et puis, il y a l'assurance collective, qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est quand même une branche très importante. Et c'est la branche dans laquelle je travaille. Donc, l'assurance collective, c'est de donner de l'assurance aux entreprises pour leurs employés. Donc, un exemple, une grosse compagnie X ou même les Jeunes Explo, qui est une compagnie, pourrait avoir de l'assurance collective, c'est-à-dire que ils seraient assurés pour leurs médicaments, leurs soins dentaires, l'assurance vie, l'assurance salaire, c'est-à-dire si jamais ils tombent invalides. Donc, pour ce qui est de l'assurance collective, c'est un peu ce que c'est. De notre côté, nous, les actuaires, qu'est-ce qu'on fait en assurance collective? On essaie de prédire c'est quoi les coûts futurs des couvertures, dans le fond, qu'on donne. Donc, je parlais d'assurance vie. On veut charger un juste prix pour chacune des entreprises pour être capable de leur charger une prime, qui est le montant que, dans le fond, on reçoit, pour être capable de payer les prestations si jamais il y a un décès. Et c'est ça qui s'applique pour tout un peu les différentes garanties. C'est comme ça qu'on appelle ça en assurance collective. Donc, pour ce qui est des soins dentaires, ça serait selon l'âge du groupe, leur habitude de réclamation, leur secteur même d'activité, combien est-ce que nous, on pense, pour une entreprise de 10 personnes, disons, ça va coûter
l'an prochain en soins dentaires. Donc, nous, on doit faire ces prédictions-là. Puis, à quelque part, ça revient un peu à l'essence de qu'est-ce qui est l'actuariat. Un actuaire tente tout le temps un peu de prédire le futur face à des risques financiers. Donc, notre travail à nous, mettons en assurance collective, c'est de prédire combien ça devrait coûter l'an prochain pour ces risques-là ou pour ces couvertures-là. Puis, si je transpose ça aux différents secteurs qu'il y a dans ma compagnie, donc en assurance automobile, par exemple, ça va être le travail d'un actuaire de savoir, Julien qui conduit telle sorte de véhicule, qui est un homme de 35 ans, qui est un professionnel, puis qui a eu 2 accidents, disons, dans les 3 dernières années, combien, selon moi, ça va lui coûter en moyenne pour les réclamations futures. Donc, c'est vraiment une job qui est de prédire le futur. Puis, c'est une science, mais c'est une science qui laisse quand même beaucoup de place à la créativité et même, nous, on aime ça dire que c'est de l'art que de savoir bien tarifer et choisir les bons facteurs. Puis, j'imagine qu'il y a plein d'outils facilitants parce que je pense que vous travaillez avec les chiffres pour évaluer justement tous ces facteurs-là. C'est pas nécessairement des entrevues verbales que vous avez avec toute la population. Ça doit être en termes de statistiques puis des données chiffrées, j'imagine. Exactement, exactement. Donc, peu importe les domaines un peu de l'actuariat, ça revient beaucoup à analyser des statistiques et essayer de prédire un peu le futur avec ça. Dans le cas, disons, en assurance automobile, on sait que statistiquement, les hommes font plus d'accidents que les femmes. Donc, à la base, quand on va venir charger une prime d'assurance automobile, on vient ajuster par rapport à ce risque-là. Pour ce qui est de l'assurance vie, on sait également que les hommes, malheureusement, ou en tout cas, les hommes, ils meurent, dans le fond, ils ont des taux de mortalité, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, ils ont une probabilité de décès plus élevée que les femmes. Même chose, plus l'âge augmente, dans le fond, au cours d'une vie, plus les probabilités de mourir aussi augmentent. Ce qui fait du sens parce qu'à terme, il n'y a personne qui vit éternellement. Donc, ces études-là, souvent, sont faites par, il y en a qui sont faites par l'Institut canadien des actuaires, qui est comme l'association qui chapeaute tous les actuaires. Donc, ces recherches-là, ces analyses-là sont faites par des statisticiens, des mathématiciens ou des actuaires. Puis nous, dans le fond, on les récupère, puis dans le fond, c'est qu'on vient transposer, disons dans le cas de l'assurance automobile, c'est comme un questionnaire en, 10 ou 15 dimensions qui fait en sorte que pour chaque réponse, il y a des facteurs qui s'appliquent pour arriver à la toute fin avec, dans le fond, le coût, disons, pour assurer un automobile. Et c'est pour ça que, disons, que vous appelez à la capitale ou chez Desjardins, vous n'aurez jamais, à peu près, c'est statistiquement à peu près impossible, vous allez avoir le même prix pour vous assurer parce qu'on n'utilise pas nécessairement les mêmes facteurs une compagnie et une autre, ce qui fait que c'est pour ça aussi que je dis que c'est un peu de l'art que 5 actuaires pourraient faire la même tarification et ne pas appliquer exactement la même recette. Il y aurait tout, dans le fond, des coûts qui sont explicables ou défendables, justifiables, mais on n'arriverait pas à la même réponse. J'aime le mot recette. Clairement, je trouve que ça met bien l'image là, sur votre travail parce que c'est vrai, les jeunes à la maison, si vous comparez vos primes d'assurance auto, si vous avez des automobiles, même si c'est la même année, la même couleur, la même marque, ça se pourrait que vous ne payiez pas le même prix que votre copine qui est à côté de vous. Donc, si je comprends bien, la recette derrière la tarification, c'est à vous, les actuaires, qu'on la doit et c'est tout un art, effectivement. Exactement, exactement. Puis, tu sais, pour pousser ça un peu plus loin, même la même personne, techniquement, en assurance automobile. Donc, moi, du jour au lendemain, je fais pas d'accident, j'ai le même véhicule et tout. Je fais juste déménager de région. J'aurai pas la même prime d'assurance. Donc, souvent, c'est très difficile, entre guillemets, de tout décortiquer les primes. Et dans le fond, nous aussi, notre travail en tant qu'actuaire, c'est de mettre les primes les plus alléchantes possibles aussi. Parce qu'à quelque part, on veut rentrer, entre guillemets, des assurés, on veut avoir de la business, comme on dit. Mais en même temps, si je ne charge pas assez cher, je vais perdre de l'argent. Fait que c'est trouver aussi le juste équilibre et être capable de naviguer là-dedans.
Donc, c'est ça, établir des recettes, puis à quelque part, le baccalauréat en actuariat nous apprend aussi justement à réfléchir puis être capable, dans le fond, de faire justement ces recettes-là. Puis, est-ce que la recette est toujours à recommencer ou bien vous en avez une qui fonctionne depuis les 10 dernières années, on s'en tient à ça? Au niveau de la charge de travail quotidienne, est-ce que c'est répétitif les calculs que vous devez faire ou justement ça change en fonction de la période? Présentement, on est en COVID. J'imagine que ça a des répercussions sur vos calculs. Définitivement, effectivement. C'est sûr qu'à la base, si je reste dans le thème des recettes, on fait tout le temps un peu du gâteau. Sauf que il y a beaucoup de sortes de gâteaux à explorer. Puis parfois, il y a des nouveaux ingrédients qui rentrent sur le marché. Puis il y a des ingrédients qu'on ne peut plus utiliser. Donc là, on parlait de la COVID. Ben, la COVID, c'est sûr, ça a eu un impact. Surtout les premiers mois, quand il y a eu vraiment, dans le fond, le lockdown, je cherche le mot en français. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient confinés. Bon, c'est le confinement. Donc, les gens étaient confinés à la maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le monde ne va plus sur la route. Donc, si je prends encore une fois l'exemple de l'assurance automobile, si les gens ne vont plus sur la route, ils ne font plus vraiment d'accidents. Tu sais, je veux dire, ou du moins, ils ont moins de chances de faire d'accidents en n'ayant plus sur la route. Si après ça, je reste encore dans l'assurance de dommages, j'imagine que pour les voleurs, c'est un peu plus difficile de faire des vols dans les maisons si tout le monde est confiné à la maison. Puis même, à la limite, un dégât d'eau, si tous les gens sont beaucoup plus souvent chez eux, les dégâts d'eau, on les aperçoit plus vite, on les constate plus vite. Donc, ça, c'est un exemple que qu'est-ce que la pandémie a fait. D'un autre, puis pour aussi ajouter là-dessus, les nouvelles technologies aussi. Il y a plusieurs assureurs qui utilisent maintenant des applications puis qui donnent des rabais selon, dans le fond, le style de conduite que les gens ont. Bon, si je remonte il y a 20 ans, c'était impossible de penser même pouvoir quantifier cela. Donc, c'est vraiment un domaine aussi qui évolue rapidement. Puis, c'est un domaine aussi qui est quand même assez rapproché aussi de tout ce qui est l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc, les simulations, tout ça. Donc, oui, à la fin de la journée, dans le domaine de l'assurance, on établit des primes. Sauf qu'il y a des critères qu'on utilise aujourd'hui qu'on n'utilisait plus. Puis je suis persuadé que si on se reparle dans 5 ans, je vais sortir des nouveaux critères qu'on va utiliser que dans le fond, on n'utilisait pas par le passé. Donc, j'imagine que pour ce qui est des qualités requises chez un bon actuaire, bien, il doit y avoir, somme toute, la curiosité. Il faut être curieux. Vous dites vous-même que les technologies évoluent. À chaque année, il y a des nouvelles réalités de vie, il faut en tenir compte. Donc, peut-être aussi la capacité de s'adapter pour être un bon actuaire. Capacité d'analyse aussi à laquelle je pense selon votre discours, parce que vous étudiez, somme toute, des chiffres, des statistiques. Donc, j'imagine qu'il faut avoir un bon esprit d'analyse aussi. Effectivement, je crois que l'esprit d'analyse viendrait probablement en premier, ça, et bon, une certaine aisance avec les mathématiques. Je dirais que c'est sûr que, comme je mentionnais tout à l'heure, le baccalauréat en actuariat nous apprend beaucoup à apprendre. Ça fait drôle comme phrase, mais c'est vraiment ça. On a beaucoup d'outils. Et on apprend à utiliser aussi notre coffre à outils, mais ça nous apprend aussi à savoir détecter même des anomalies dans les données, ce qui nous permet de rapidement savoir qu'est-ce qu'il y en a. Et souvent, ça vient même intuitif. On va regarder quelque chose, un spreadsheet, puis on va dire, oh, il y a quelque chose qui fonctionne pas. La réponse, sans même avoir fait le calcul, on est capable souvent rapidement de savoir, c'est censé me donner en temps et temps. Là, c'est pas ça. Fait que rapidement, on l'a. Fait que l'analyse, oui. L'aisance avec les outils informatiques, de plus en plus. Si on remonte vraiment dans le temps, les ordinateurs, c'était quelque chose d'un peu plus compliqué. Nos tables de mortalité, que entre guillemets, les vieux actuaires d'assurance vie, c'était du papier. Ils cherchaient du papier. Puis même chose, même en assurance automobile, dans le temps, les courtiers ils utilisaient des grosses tables. Donc, ils savaient tel modèle de véhicule. Bon, ils allaient chercher ça. Maintenant, tout est informatisé et il y a aussi une place pour de la programmation. Donc, quelqu'un qui aime l'informatique,
il y a plusieurs actuaires qui ont des postes un peu hybrides entre être un informaticien et être un actuaire, parce que les deux sont très reliés, puis on a besoin souvent d'avoir les deux. Mais surtout, je pense que c'est une qualité qui est très importante, dans le fond, pour être actuaire. Puis c'est sûr que ça fait un peu spécial à dire, mais c'est d'être très résilient ou très persévérant. Le bac a le baccalauréat a une certaine réputation d'être un baccalauréat très, très difficile. Puis c'est vrai, donc, faut vraiment, à moins d'être vraiment un génie, et je voudrais que même à la base, les gens qui rentrent en actuariat, il y en a plusieurs qui sont très intelligents, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être vraiment persévérant, travaillant, résilient. Puis, tu sais, le meilleur exemple, c'est que moi, je me souviens, dans ma première année, un des cours qu'on avait, les taux de passage à l'université en sciences, c'est 50%. Donc, la moyenne d'un premier examen, c'était quelque chose comme 37%. Ça veut dire que la vaste majorité des gens y ont coulé, là. Donc, c'est d'apprendre aussi à vivre avec des échecs, puis se dire, bon, ben, regarde, je vais juste redoubler d'efforts, là. Donc, quelqu'un qui avait toujours eu des bonnes notes et qui tombe dans une classe, puis je veux dire, c'est pas tout, tu sais, la majorité qui ont eu des échecs, c'est pas parce qu'ils étaient pas bons, c'est parce que c'est un autre niveau. Donc, être résilient, c'est très important. Et persévérer. Puis justement, je fais du pouce avec la question d'Alexandre qui se demandait, ce serait quoi vos meilleurs conseils pour les jeunes qui souhaiteraient se diriger dans ce domaine-là? Bien, justement, la persévérance, puis de pas lâcher, donner notre 110%, que ce soit au collégial et rendu au baccalauréat en actuariat. C'est vraiment de donner là, tout ce qu'on a pour réussir. Je pense que ce serait votre conseil à ce moment-là. Exactement. Puis, tu sais, là, on a parlé du baccalauréat en actuariat. Il y a aussi, dans le fond, un titre professionnel ou même des titres professionnels qui existent pour avoir, dans le fond, le droit de signer des évaluations actuarielles. Donc, il y a des gens qui ont des baccalauréats en actuariat, c'est des analystes en actuariat. Puis, par la suite, si on complète, dans le fond, tous les examens, dépendant des associations, c'est dans le coin de 9 environ examens, on détient le titre de fellow en actuariat. Et quand on est fellow en actuariat, on a le droit de signer les évaluations actuarielles. Mais grosso modo, pour revenir un peu à ce que je voulais dire, c'est que les 9 examens, habituellement, statistiquement, ils ont des taux de passage entre 40 et 60%. Donc, les gens qui font ces examens-là, la vaste majorité, c'est pas 99%, ont un baccalauréat en actuariat. Donc, ils ont passé à travers un des bacs les plus difficiles qui n'existent pas. Et rendu là, on leur fait faire des examens qu'ils ont grosso modo une chance sur 2 de couler. Et c'est des gens qui sont résilients, c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui sont à l'aise. Donc, c'est la résilience, il faut vraiment que ça soit codé fort, dans le fond, dans la personne. Puis sinon, je vous dirais, quelqu'un qui voudrait se diriger en actuariat, au cégep, prenez le plus de cours de mathématiques que vous pouvez pas. Il y en a qui sont à option. Tu sais, je me souviens, moi, j'étais allé au cégep de Sainte-Foy. Il y avait un cours de statistique ou de probabilité, c'était en option. Ensuite de ça, dans mon temps, il y avait calcul différentiel, calcul intégral qui était comme le 2, puis calcul 3 ou calculus. Dans le fond, on fait toutes les maths qu'on peut pas pour avoir le plus d'outils, entre guillemets, quand on rentre à l'université, puis avoir peut-être un avantage ou quelques mètres d'avance sur les autres dans ce marathon qui est, dans le fond, le bac en actuariat et les études actuarielles. C'est un bon conseil là, de charger sa boîte à outils puis d'aller chercher déjà au cégep tous les cours là, en termes de statistiques, mathématiques pour être mieux outillé à son entrée au bac. Je reviens rapidement sur la formation. On a dit que pour être actuaire, ça prend le baccalauréat, c'est une durée de 3 ans. Et par la suite, c'est la décision du professionnel, soit de rester à titre d'analyste actuaire, ou alors de faire ces 9 examens et puis de devenir, comment vous dites? Un fellow, dans le fond, un fellow en actuariat. Puis, ce qui est plaisant, dans le fond également, c'est qu'un peu passer le cap du mi-chemin des 9 examens, ou 8 dépendant des associations, mais bref, un peu passer le mi-chemin, dans le fond, dans la progression des examens de fellowship, on peut, dans le fond, obtenir le titre d'associé. Donc là, on va avoir quelques lettres après notre nom. Puis c'est comme un petit boost. Regarde, tu as une bonne partie du chemin de fait.
n'as pas encore le droit de signer des évaluations actuarielles, mais on reconnaît que, dans le fond, tu as une partie de fait. Puis, dépendant des domaines de l'actuariat, je parlais tantôt, bon, le régime de retraite, il y a les gouvernements, il y a l'assurance, il y a plusieurs domaines. C'est pas tous les domaines qui nécessitent nécessairement d'être fellow. Donc, aussi, c'est de trouver au cours de notre bac, c'est quoi le domaine qu'on veut. Est-ce qu'on croit être en mesure de devenir fellow? Est-ce que c'est aussi l'investissement au niveau du temps qu'on veut faire? Parce que, bon, je parlais des examens. Les derniers examens, c'est des examens qui, habituellement, on vise environ 400 heures d'études. Justement, M. Corriveau, il y a la question ici de Cédric qui se demandait justement en termes de temps, on s'attend à combien? On sait que c'est 3 ans pour le bac. Si on décide personnellement de poursuivre vers les examens pour être fellow, disons là, qu'on y va là, examen par examen, on les clenche, comme on peut dire. On peut s'attendre à combien de temps là, pour avoir les ça varie beaucoup. Je veux dire, moi, j'ai un collègue qui est devenu fellow l'an passé ou l'autre année d'avant. Il était rendu dans le coin de 55 ans. Donc, lui, il a pris une pause, puis il l'a eu un peu plus tard. À l'inverse, j'ai une collègue qui est aussi devenue fellow, si je me souviens bien, à 24 ou 25 ans. Donc, quelques années seulement après son bac. Mais bon, cette collègue-là, n'a jamais eu d'échec. Dans le fond, elle n'a jamais coulé aucun des examens. Donc, je vous dirais, c'est entre les deux. Maintenant, depuis quelques années maintenant, plusieurs universités sont en mesure de faire reconnaître certains cours comme des examens, les examens préliminaires, donc les premiers examens. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, disons, on va à l'Université Laval, qui a un super programme en actuariat qui est reconnu. Si on a des notes élevées, donc de mémoire, c'est B+. Donc, si on a des B+, disons, dans le cours de probabilité et je crois un autre cours, ce que ça nous permet, c'est étant donné que l'université est reconnue comme une université qui est forte, en guillemets, avec un gros programme fort en actuariat, ça permet d'arriver et de montrer, moi, j'ai eu des B+, dans ces cours-là. Donc, on reconnaît un des examens. Donc, dans le temps, c'était l'examen P. Je ne sais pas s'il s'appelle encore comme ça, mais ça reconnaît maintenant l'examen P. Donc, ça permet aux jeunes qui, disons, investissent beaucoup de leur temps durant le parcours universitaire de se faire créditer certains examens. Habituellement, c'est 4 ou 5 qui peuvent se faire créditer et d'avoir à quelque part peut-être un 40% ou 50% du chemin de fait. Là, je sais que 5 sur 9, ça fait plus que 50, mais bon, c'est un peu complexe, mais grosso modo, dites-vous que si vous performez très bien à l'université, vous pouvez avoir pas loin de la moitié du chemin de fait par rapport au parcours actuariel. Puis, encore une fois, il n'y a pas d'obligation de devenir fellow, ou du moins pour la plupart des compagnies, de devenir fellow. Vous pouvez travailler avec uniquement un bac en actuariat. Par contre, comme je disais, les examens avancés, donc les 3 ou 4 derniers, on vise un 300 à 400 heures d'études pour avoir une bonne chance de succès. Donc, puis habituellement, quelqu'un peut en faire à peu près 2 par année. Donc, quelqu'un qui est très performant pourrait penser être capable de devenir fellow peut-être un 2-3 ans en finissant son bac. Merci, j'espère que ça répond à ta question, Cédric. Il y avait aussi Maxime qui a une autre question vraiment pertinente. On se demande, au quotidien, dans votre travail, dans les tâches que vous accomplissez, est-ce qu'on qualifie plus la profession d'actuariat comme un travail solitaire ou c'est plus un travail d'équipe? Je crois qu'à la base, c'est un travail peut-être un peu plus solitaire. Ceci étant dit, on a tout le temps besoin d'avoir... Je crois que honnêtement, c'est une bonne dose des deux. C'est sûr qu'on est souvent, puis disons que je vais expliquer aussi dans un contexte pré-pandémie, parce que c'est sûr que la pandémie change un peu les choses, mais à la base, on est à notre ordinateur avec nos quelques écrans, puis on fait des calculs, on utilise nos logiciels. Par contre, comme je mentionnais tout à l'heure, j'aime qualifier la profession d'actuariat de c'est un art. Donc, comme je disais, 2 actuaires n'auront pas la même réponse. C'est là que le travail d'équipe, dans le fond, embarque un peu plus et on va demander l'avis des autres collègues. Est-ce que, selon vous, telle chose, tel critère devrait être utilisé? Puis on argumente ensemble. On fait aussi, de la recherche, développement de produits. Donc ça se fait en plus en équipe. On est souvent aussi appelé à être sur des comités qui ne sont pas nécessairement de l'actuariat, mais qui touchent à l'assurance quand on est dans une compagnie d'assurance. Donc, ça permet également d'avoir des réunions, puis notre avis est souvent très, très bien considéré. Donc,
Je pense que honnêtement, c'est une bonne dose entre les deux. Je dirais peut-être un 60% ou 2 tiers peut-être individuel, mais il y a quand même une bonne dose dans le fond de travail d'équipe. Puis encore là, ça dépend aussi de quel secteur d'actuariat qu'on fait. T'sais, en actuariat conseil, ben, il y a vraiment plus une partie peut-être justement interaction, tout comme aussi en assurance collective, on a cette chance-là parce qu'on a beaucoup de négociations à faire. Donc, il y a une possibilité de s'ajuster, mais je vous dirais que c'est quand même bien balancé. Et puis une question qui revient régulièrement, c'est de savoir de façon générale, qu'est-ce qui distingue un actuaire et un comptable professionnel agréé? Ben, c'est sûr, je suis pas comptable, donc je peux pas donner nécessairement une réponse parfaite, mais ce que je dirais, c'est que les comptables ont un peu plus peut-être un travail qui est de faire des reports, mais de constater les faits. Donc, de prendre les données qui existent, puis faire des résumés, faire des bilans financiers. Donc, vraiment plus un travail qui est de constater les faits, tandis que l'actuariat, on a vraiment plus un travail souvent de prédire l'avenir. Donc, c'est sûr que probablement qu'on se trompe plus souvent et pour encore donner l'exemple des recettes, je m'attendrais à ce que peu importe le CPA, dans le fond, qui fait nos bilans financiers, je m'attendrais à avoir pas mal la même réponse à la fin. Tandis que dans le domaine de l'actuariat, vu que c'est un peu plus de prédire le futur, c'est comme demander à 2 météorologues est-ce qu'il va faire beau dans 2 semaines. Ils vont se commettre un peu, mais il n'y aura pas une vraie réponse unique. Donc, nous, on est peut-être un peu plus sur le futur. Et puis, c'est ça, parce que l'actuariat, c'est un peu de quantifier et de mitiger et de prédire les risques futurs. Et de prédire un peu l'avenir. Donc, je le verrais un peu plus comme ça. Je crois que la profession de comptable, que je n'ai jamais exercée, donc ça se peut que je me trompe, mais c'est vraiment plus de constater les faits, les données et bon, faire dans le fond le reporting de tout ça. Tandis que nous, les acteurs, on essaie un peu plus de prédire. Ceci étant dit, c'est des professions aussi qui travaillent quand même main dans la main, dans le sens que nous, on a à travailler dans le fond avec les comptables et puis la vaste majorité des actuaires ont à travailler aussi avec les comptables pour justement, je veux dire, qu'est-ce qui est financier, c'est quand même très relié. Donc, ça se ressemble également au niveau du travail. Tout à fait. Puis justement, il y a peut-être des jeunes à la maison qui ont un intérêt vers les mathématiques, les statistiques, le monde de la finance, puis qui pourraient se questionner là, à savoir est-ce que je corresponds plus au domaine comptabilité ou au domaine actuariel. Donc, c'est une très belle explication. Je vois que le temps file. Un tout dernier mot peut-être à adresser aux jeunes qui nous écoutent. Ben, je vous dirais, personnellement, moi, je sais que j'ai trouvé, dans le fond, j'aime beaucoup l'expression d'être assis sur la bonne chaise. Moi, je sais que j'ai trouvé ma bonne chaise, puis je suis vraiment heureux dans le travail que je fais. Si vous aimez les mathématiques, les défis, parce que veut pas, on a des super taux de placement, les conditions sont bonnes. L'actuariat est année après année, et puis ça, depuis peut-être 15 ans, une profession du futur, mais bon, je comprends que ça fait 15 ans qu'on dit ça, mais il y a vraiment beaucoup de perspectives, des bonnes perspectives d'emploi, puis c'est quelque chose que moi j'aime parce que c'est bien que c'est une science, il y a un côté artistique un peu à ça, bien que c'est des mathématiques qu'on parle, il y a un côté aussi qui laisse place c'est ça, un peu à l'improvisation. Donc, si vous aimez les mathématiques, et puis que vous êtes résilient, parce que veux pas, honnêtement, je veux vraiment taper sur ce clou-là. C'est difficile. Les études en actuariat sont difficiles. Je vous invite à tenter votre chance dans ce domaine. Donc, on donne notre 110%, on lâche pas, on est persévérant. Et puis, ça va vous laisser le droit à une future belle carrière avec beaucoup, beaucoup de belles perspectives. Donc, là-dessus, M. Corriveau, un énorme merci pour votre temps aujourd'hui. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous aider puis démystifier un peu là, ce qui est le quotidien d'un actuaire. Et puis, là-dessus, je vous remercie encore une fois. Puis, on se dit à une prochaine entrevue. Merci, bonne journée.